S'engager pour demain avec RGDS, le nouvel R d'énergie. Et place à présent au magazine de l'énergie avec notre invitée Françoise B. Vous êtes adjointe au maire de Strasbourg, vice-présidente de l'Eurométropole. Bienvenue. Oui, bonjour. Ravi de vous accueillir. On parle aujourd'hui de mobilité verte et notamment de flotte de véhicules des collectivités. Alors présentez-nous la flotte de l'Eurométropole. Alors, ville et Eurométropole, ensemble, c'est 1100 véhicules aujourd'hui, dont 300 poids lourds. Donc les bennes à ordures ménagères par exemple, 300 véhicules aussi utilitaires et 500 véhicules légers. Donc on voit qu'on a un parc important. Et aujourd'hui, on a encore plus de 700 véhicules qui tournent au diesel. Donc on a vraiment un challenge à relever pour l'avenir. Voilà, un parc vieillissant. Très vieillissant. Voilà, et le choix de l'énergie aujourd'hui dans les flottes, forcément, c'est un vrai enjeu. Il y a l'électrique qui marche bien, il y a l'hydrogène qui est un petit peu l'avenir. Et vous misez plutôt sur les véhicules GNV. Oui, tout à fait, puisque pour les poids lourds, aujourd'hui, à part le diesel, on n'avait pas d'autre solution. Le GNV est là et qui va nous aider aussi à baisser les gaz à effet de serre. Et nous misons aussi sur 30% d'approvisionnement en bio-GNV. Donc ça, c'est important aussi sur le territoire. Et ça, c'est l'avenir. Et ça, c'est l'avenir. Alors, je vous propose justement de découvrir la flotte de RGDS qui est passée à ce bio-GNV. Regardez. Vu de loin, ça ressemble à une banale pompe à essence. Mais cette station strasbourgeoise ravitaille la flotte du groupe RGDS en GNV, le gaz naturel véhicule, du gaz naturel classique qui sert de carburant à des véhicules spécialement équipés. Notre flotte actuellement compte 90% qui circulent au GNV, donc avec des avantages connus par rapport à une faible émission de dioxyde d'azote et de particules fines. Et l'entreprise a décidé de passer au bio-GNV depuis cet été, car le bio-GNV est une alternative énergétique 100% verte et 0% carbone. Le bio-GNV, c'est toujours du gaz, mais issu de la méthanisation de déchets verts. Un choix qui permet d'économiser 100 tonnes de CO2 chaque année. Prochain objectif, trouver les modèles qui permettront de convertir les tout derniers véhicules de la flotte qui roulent encore au diesel. Cette transition est totalement anodine pour les utilisateurs. Les conditions de conduite, de ravitaillement sont identiques. Au niveau autonomie, conditions d'entretien des véhicules, cette transition n'a aucune incidence. Le choix de cette transition est évidemment écologique, mais il permet aussi d'anticiper l'interdiction de circulation des véhicules diesel qui se profilent à Strasbourg. Voilà, quelle est la politique, Françoise B, de l'Eurométropole en la matière ? Donc la politique de l'Eurométropole, c'est de transformer finalement notre parc automobile. Et aujourd'hui, on a 80% du parc à modifier, à changer, à réformer. Donc on voit qu'on a des objectifs précis. Le GNV, bien sûr, est une des solutions pour tout, comme je l'ai dit, pour tout ce qui est poids lourd et tout ce qui est plus important comme véhicule. On a bien sûr l'électrique aussi sur les véhicules plus légers, l'hydrogène qui arrivera sûrement. Mais c'est vrai que ce bio-GNV, 550 véhicules à changer d'ici 2026. C'est des enjeux forts en matière de qualité. C'est des enjeux très forts en matière de qualité de l'air. Voilà, c'est un vrai travail que vous faites. Il y a aussi le plan climat avec de prochaines mesures comme les zones à faible émission. Moi, je ne connaissais pas. C'est quoi les zones à faible émission ? Alors, la zone à faible émission, en fait, est un dispositif réglementaire que l'État nous a mis en place pour permettre justement de baisser ces émissions de particules et de dioxyde d'azote. En fait, c'est des zones où on a une circulation différenciée. Et je pense que tous, maintenant, vous connaissez la vignette critère. Bien sûr. Et on sait que la critère 5, par exemple, pollue 33 fois plus que la critère 1. Donc, on a un vrai enjeu sur le territoire à modifier justement les véhicules qui circulent. Et donc, les véhicules les plus polluants, c'est les diesels et les vieux véhicules avec les pots d'échappement qui nous envoient beaucoup de particules fines et beaucoup de dioxyde d'azote. Donc, l'intérêt, c'est de les remplacer. Donc, l'Eurométropole a décidé, d'ici 2026, donc bientôt, en accord avec ce que nous avons délibéré fin septembre, de passer sur 80% donc, de ce parc qui sera en critère 1. Ça, c'est dans 5 ans quasiment, c'est 2026, 5 ans, c'est ça ? Voilà, 5 ans, 6 ans, critère 1, critère 2. Donc c'est un investissement de plus de 30 millions supplémentaires qu'il va falloir qu'on fournisse. Ce que je vous propose, François, c'est de parler de l'hydrogène qui s'impose aujourd'hui également comme une des énergies du futur. On est même allé découvrir, vous allez le voir, la station d'hydrogène de Sarreguemines et ça fonctionne. À Sarreguemines, dans cette station pas comme les autres, on ne remplit pas son réservoir avec du samplon ou du diesel, mais avec un gaz, l'hydrogène. Une méthode qui permet de rouler à l'électricité. Si les véhicules électriques classiques utilisent une batterie, ceux à l'hydrogène recourent à une pile à combustible qui transforme le gaz en électricité.
pour remplir ces véhicules-là, il faut une station qui permet de recharger en hydrogène les véhicules. Et nous, on a un modèle assez unique, une première en Europe. C'est une station ouverte au public où on fabrique l'hydrogène vert sur place avec un électrolyseur, donc de l'électricité verte, de l'eau. Et l'électrolyseur produit de l'hydrogène qu'on stocke, qu'on compresse et qu'on distribue ensuite aux véhicules. La station peut produire 40 kg d'hydrogène vert par jour et ainsi ravitailler entre 20 et 30 véhicules. Cette utilitaire, propriété de la communauté d'agglomération, est utilisée par le service de voirie. Il est propre, silencieux et souple à la conduite, comme un véhicule électrique classique, mais avec des avantages en plus. Un véhicule à hydrogène se recharge en 5 minutes et jouit d'une autonomie plus importante. Le véhicule électrique en site urbain est une bonne réponse. On a des véhicules qui sont stationnaires relativement longtemps, on n'a pas de problème de kilométrage, on n'a pas de problème de temps de recharge. Par contre, l'hydrogène a des avantages pour le périurbain, pour les usages professionnels, les utilitaires, ou pour les berlines qui font des distances d'ordre de 500 km. Mais les stations à hydrogène sont encore peu nombreuses en France et les véhicules très chers à l'achat. Alors on sait qu'RGDS fait un gros travail actuellement de diversification vers les énergies vertes, aussi de l'innovation bien sûr, pour produire de l'hydrogène. Ça ouvre quelle perspective ça, Françoise B, l'hydrogène ? Perspective intéressante, comme on l'a vu tout à l'heure dans le reportage, pour les véhicules finalement légers, nos VLU, comme on les appelle les utilitaires, on va pouvoir utiliser l'hydrogène pour pouvoir parcourir plus de kilomètres qu'avec un véhicule électrique. Ce qui est le problème de l'électricité actuellement. C'est le problème de l'électricité et qui permet aussi finalement un avitaillement beaucoup plus rapide que l'électrique qui a besoin d'être chargé un peu plus longtemps. Un intérêt aussi par rapport à la pollution de l'air, puisque le véhicule à l'hydrogène, c'est de la vapeur qui sort, donc d'où l'intérêt. Donc on est très très attentif à ce qui se passe sur le territoire et aux projets innovants qui arrivent, et surtout voir comment on va pouvoir stocker cet hydrogène et avoir des stations un petit peu plus présentes sur le territoire. Quand on représente comme vous la collectivité, il faut être moteur, il faut être exemplaire. Alors bien sûr, il faut être moteur et exemplaire, c'est pour ça qu'on a décidé de transformer notre parc, mais il faut être aussi exemplaire dans la pratique aussi sur les mobilités douces, puisqu'il n'y a pas que le véhicule, et on voit bien que la qualité de l'air, elle arrivera aussi par la baisse du trafic routier, donc il faut aussi qu'on soit innovant, qu'on mutualise pour éviter justement de mettre trop de véhicules sur le territoire et donc de travailler différemment finalement aussi l'utilitaire qu'on a sur notre territoire. Voilà, une mixité des mobilités. Il faut une mixité des mobilités, tout à fait. Merci Françoise B, ça a été un plaisir. Merci. Merci à vous, quant à nous on se retrouve dans un mois pour de nouvelles aventures.